Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France Info. Il est presque 9h, c'est la politique, c'est clair. Un politique, c'est clair spécial aujourd'hui avec deux invités. On commence d'abord avec une exclusivité. Notre invitée Lucie Castet, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes la candidate du NFP pour Matignon. Mais si vous êtes venue ce matin, c'est pour lancer un appel que vous lancez avec Marine Tondelier, la patronne des Verts. Quel est le sens de cette démarche ? Le sens de cette démarche, c'est d'aller chercher les gens pour les remobiliser. Vous savez, le nouveau Front populaire, ça a créé un élan immense d'espoir. On a déjoué les pronostics. La gauche et les écologistes alliés sont arrivés en tête des élections législatives. Donc là, l'idée, c'est de faire perdurer cet élan, mais aussi l'élargir, notamment à la société civile, qui puisse trouver un espace commun pour travailler, et aussi de l'ancrer sur les territoires en permettant des mobilisations de terrain. Donc l'idée, c'est une candidature commune pour 2027 ? L'idée, c'est vraiment pas seulement une candidature commune. Avoir une candidature commune, ça nous semble absolument nécessaire. On considère qu'on n'a pas le luxe des divisions, mais aussi on considère qu'on n'a pas le luxe de l'improvisation. Gagner les élections prochaines, qu'elles soient législatives ou présidentielles, ça implique de travailler dès maintenant, de travailler non seulement avec les partis, bien sûr, mais aussi avec la société civile. Vous savez à quel point ça me tient à cœur, puisque moi je viens de ce monde-là. C'est aussi pour ça que les partis m'avaient choisi en juillet d'ailleurs. Et donc je pense qu'il faut faire ce retour vers la société civile, vers les citoyens, vers les électeurs et vers aussi ceux qui ne souhaitent pas voter ou qui ne votent plus pour diverses raisons. Je pense que ces gens, il faut aller les écouter, leur parler sur le terrain et élargir notre projet, construire notre projet pas à pas sur la base des travaux qui ont déjà eu lieu. Alors c'est une plateforme commune qui s'appelle Gagnons Ensemble, c'est ça, avec un site internet ? Exactement, c'est une plateforme commune. Notre objectif, c'est d'être rejoint le plus rapidement possible par beaucoup de gens, à la fois des élus locaux, des citoyens, des membres d'associations, de collectifs, etc. Et puis aussi, évidemment, de nos partenaires des partis politiques pour pouvoir se mettre à travailler très rapidement. Alors, il y a un prérequis justement pour cette candidature commune. Il n'y a pas de nom qui doit arriver d'abord comme préalable, mais vous lancez avec Marine Tondelier cet appel. Du coup, est-ce que ça facilite pas un peu ? Est-ce que ça aide pas plutôt les écologistes ? Non, pas du tout. Vraiment, on a beaucoup parlé avec Marine, comme on a des échanges d'ailleurs réguliers à la fois avec les chefs de parti du nouveau Front populaire, vous le savez, mais aussi les chefs de mouvements politiques qui se sont constitués, soit qui préexistaient, soit qui se sont constitués après le nouveau Front populaire. On a des échanges également très réguliers avec des représentants de la société civile, des associatifs, des citoyens. On va très souvent sur le terrain et ce qu'on entend, c'est, s'il vous plaît, donner à voir cette gauche qui travaille, cette gauche qui réfléchit. Donnez-nous un espace pour nous, les personnes qui ont des sensibilités de gauche et écologistes, qui sont par exemple attachées à la question des solidarités, de l'écologie, de la préservation des services publics, des libertés publiques. Nous, ce qu'on souhaite, c'est donner un espace à ces gens-là pour qu'on puisse se mettre au travail, pour qu'on puisse affiner et poursuivre notre projet. Vous savez, la vie politique, c'est une histoire continue. Il se passe toujours des choses. Par exemple, là, le procès de Mazan nous donne beaucoup à réfléchir. Il faut davantage travailler sur la question des violences sexuelles, de la lutte contre ces violences sexuelles. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a l'exemple de la santé. On a, dans le programme du nouveau Front populaire, on a des choses extrêmement intéressantes. Maintenant, il faut les ancrer, donner à voir ce que ce serait un projet de gauche qui travaille, et des écologistes qui travaillent sur les questions de santé. Alors, et donc, c'est ce que nous souhaitons faire à partir de maintenant. Que vous travaillez avec les partenaires, effectivement, vous voyez, tous les membres du NFP, chaque jeudi matin, il me semble. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Parce qu'on a vu que vendredi soir, sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon avait justement lancé une candidature commune, la sienne, avec derrière le programme du nouveau Front populaire et des Insoumis. Donc on a l'impression finalement que lui veut faire cavalier seul. Notre démarche est vraiment tout à fait différente. Nous, ce qu'on considère, c'est que l'important, c'est le travail d'équipe. C'est aussi la composition de l'équipe, bien avant le nom du capitaine de cette équipe, si vous me permettez de poursuivre cette métaphore sportive. Donc vraiment, notre objectif, c'est d'abord de constituer le projet, travailler avec les gens, de donner envie aux gens aussi de s'investir pour un projet. Mais les Insoumis, ils sont pas derrière Jean-Luc Mélenchon ? Ils ont probablement envie de se joindre à vous ? Eh ben, j'espère qu'ils auront envie de se joindre à nous, c'est l'objectif. Vous n'avez pas, en tout cas, leur accord pour l'instant ? C'est pas une question d'accord. Là, nous, on fait un appel, on le lance, on espère qu'on sera rejoint très largement. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils étaient prêts à travailler avec nous sur le fond pour continuer à approfondir le projet et aussi à l'ancrer dans les territoires. Justement, Jean-Luc Mélenchon vient de faire cet appel à candidature. Pour lui, est-ce que cet objectif-là, avec cet appel, c'est pas d'écarter justement une candidature de Jean-Luc Mélenchon qui apparaît aujourd'hui la plus
probable peut-être à gauche pour rassembler? Vraiment, la question, et c'est l'inverse de la manière dont nous, on se pose la question. La question qu'on se pose, c'est comment aller convaincre le maximum de personnes, soit de retourner aux urnes, soit de voter pour nous, de voter pour le bloc progressiste. Et donc notre objectif, c'est vraiment de donner à voir ce projet, de le poursuivre, de l'ancrer, de l'enrichir. Et ensuite, on se posera la question du non. Donc vraiment, on se pose pas encore la question du non, ça nous semble délétère. Il me semble par ailleurs que les gens, ils en ont marre qu'on réfléchisse en termes de personnes. Et c'est ce qu'on a souhaité faire avec Marine Tondelier. Je pense qu'on peut pas nous soupçonner de rouler pour nous-mêmes. Notre objectif, c'est vraiment d'essayer de rassembler le plus largement possible, y compris avec les leaders du NFP, qui sont tout à fait légitimes à être autour de cette table. Vous dites que vous ne roulez pas pour vous-même, mais est-ce que vous pourriez éventuellement être une des candidatures? Vraiment, pour l'instant, on ne se pose pas du tout cette question. Encore une fois, la question, c'est le projet, et c'est ce qu'on propose aux Français. Et c'est d'ailleurs, ça vise à répondre à ce qu'on entend tous les jours sur le terrain. Les gens ont une envie de s'engager, les gens ont tout de même entendu cet appel et cet espoir au moment de la création du NFP, qui d'ailleurs vraiment était un élan extraordinaire et qui a déjoué tous les pronostics. Et donc cet élan, il faut pas le laisser retomber. L'union, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et c'est ce qu'on veut faire tous les jours, construire l'union avec les gens qui aujourd'hui n'ont pas forcément accès à cet espace commun. Le NFP, c'est formidable, mais ça a été créé en très peu de temps. C'est très tourné autour des structures partisanes. Aujourd'hui, moi, je rencontre tous les jours des dizaines et des dizaines de représentants associatifs qui veulent travailler et aussi des citoyens qui nous disent maintenant, nous, on veut poursuivre cet élan. Comment on fait? Eh ben, notre objectif, c'est de répondre à cette demande. Il y a Fabien Roussel qui a dit, lui, que s'il était à nouveau candidat à l'élection présidentielle, ce serait sans les Insoumis. On voit bien qu'il y a quand même des tensions aujourd'hui au sein de ce bloc NFP qui semble presque irréconciliable. Notre objectif, nous, et on l'a mis clairement dans l'appel, c'est de fonctionner sans exclusive. C'est-à-dire qu'on considère que la gauche, le nouveau Front populaire, donc la gauche, les écologistes, leurs alliés, ont obtenu 28% aux élections législatives. On a déjoué les pronostics à ce moment-là, mais on ne gouverne pas avec 28%. On l'a vu dans les mois qui ont passé. Donc notre objectif, c'est d'être en mesure de gouverner. Et si on veut gouverner, ça veut dire qu'il faut élargir notre socle. Et ça veut dire qu'il faut parler à davantage de gens. Et donc on ne se place pas du tout dans cette posture de dire ok, je veux bien travailler, mais pas avec quelqu'un ou pas avec une autre personne. Notre objectif, c'est de dire à tout le monde, si vous vous reconnaissez dans un socle de valeurs qui sont les nôtres, alors vous êtes les bienvenus pour travailler avec nous, et c'est pas nous qui choisissons. Sauf qu'on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, il peut pas vous faire gagner. Comme vous le dites, aujourd'hui, cette candidature, elle ne permet pas de gagner la présidentielle. Encore une fois, notre objectif, c'est de créer un projet qui nous permette de gagner en élargissant notre base et en parlant au plus grand nombre. Et donc on se posera la question du non dans un second temps, parce que si on met la question du non avant toute chose, on retombe exactement dans les questions que vous posez là, et c'est pas du tout notre intention. Alors il y a les socialistes qui semblent aussi vouloir se détacher. On a vu François Hollande aussi très en colère contre Jean-Luc Mélenchon. On voit bien qu'ils veulent aujourd'hui élargir, comme vous le dites, mais plus dans l'idée de construire une majorité de non-censure à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette démarche par rapport à la vôtre ? Encore une fois, nous, notre démarche, elle n'est pas incompatible avec les autres, c'est-à-dire qu'on ne se place pas dans une démarche de comparaison. Simplement, nous, ce qu'on souhaite, c'est pas créer une sorte de couloir supplémentaire, c'est on veut offrir un large débouché, une sorte d'espace commun à tous les gens qui se reconnaissent dans nos valeurs pour travailler ensemble. Et gagner, ce qui est notre objectif, ça se prépare. Et donc, c'est pas en se divisant qu'on se prépare. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut reposer les questions de fond d'abord, aussi les questions d'écoute. Je pense que c'est indispensable de faire ce détour par le terrain et écouter de nouveau les Françaises et les Français qui attendent beaucoup de la gauche. Par exemple, il y a 8 Français sur 10 qui sont favorables à une loi pour revaloriser les salaires des métiers dits féminisés, notamment les métiers du soin, les infirmiers, les infirmières, les personnes qui vont à domicile aider les personnes âgées. 8 Français sur 10, c'est bien plus large qu'un simple socle d'électeurs nouveau Front populaire. C'est à ces gens qu'on veut s'adresser. Ouais. Nous, on n'est pas dans une politique politicienne qui allait, mais il y a des groupes considèrent des questions quand même d'écurie. Il va de où à où votre Il est très large. Il va. Ça va jusqu'aux macronistes. Ça va jusqu'aux gens qui se reconnaissent dans nos valeurs. J'ai pas l'impression que le camp macroniste, encore plus dans le cadre des discussions budgétaires, est prêt à porter un projet politique avec nous. Je n'ai pas l'impression qu'on partage des valeurs. Mais si certaines composantes, si certains individus de ce camp macroniste se rendent finalement compte que beaucoup d'erreurs ont été commises, notamment en matière d'écoute des corps intermédiaires, de la société civile, des citoyens au quotidien, ont été faites et souhaitent nous rejoindre, on en parlera. Ce sera le programme du NFP ou pas ? Le programme du NFP, c'était notre base de travail tout l'été. Il contient énormément de choses. C'est un programme très riche.
Par exemple, je le disais tout à l'heure, sur la santé, sur l'éducation, sur la fiscalité. Mais on a fait tout un travail depuis le début de l'été d'approfondissement de ce programme. Par exemple, les parlementaires du nouveau Front populaire ont travaillé, vous le savez, de manière très approfondie pour émettre des amendements communs dans le cadre des discussions du projet de loi de finances, des amendements qui d'ailleurs ont été adoptés en commission des finances, des amendements de compromis qui ont été adoptés, ce qui montre que le nouveau Front populaire avait une posture de compromis qui fonctionne. Mais voilà, tout ça s'approfondit, ça se travaille. Et puis le monde, la vie, la France évolue chaque jour et il faut rester, actualiser notre programme, l'approfondir et le donner à voir sur le terrain. J'étais, il y a quelques semaines, en Gironde pour visiter un centre de santé dans une commune pour voir comment les solutions étaient produites par les collectivités locales. Collectivités locales, vous le savez, qui sont en très grande difficulté financière et budgétaire car le budget du gouvernement va leur baisser considérablement les dotations. Ces collectivités locales travaillent au quotidien là pour proposer des solutions pour lutter contre les déserts médicaux. Et bien c'est ce genre de projet qu'il nous faut développer, dont il faut Donc nous vous avez inspirer. la base du programme du NFP, mais qui est largement composé de celui des Insoumis. Et sachant que les Insoumis sont aussi plus nombreux, si on compte par exemple à l'Assemblée nationale, est-ce que du coup ils sont pas un peu hégémoniques quand même dans l'aventure? En fait, encore une fois, c'est pas la question, c'est pas la manière dont on aborde la question. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a fait 28% aux élections législatives, que si on souhaite gouverner tous ensemble, il faut faire 50%, et donc il faut partir d'un projet plus large et il faut approfondir. Il faut aussi raconter aux Français à quoi ressemblera la France quand la gauche arrivera au pouvoir. C'est ça qu'on essaye de faire à partir de maintenant. À un moment, il faudra désigner un candidat. À un moment, il faudra, oui. Alors, comment ça se passera? Est-ce qu'il faudra une primaire? Comment vous l'envisagez? Vous savez, on a observé que certaines recettes n'avaient pas fonctionné. Et donc, comme disait Albert Einstein, il ne faut pas toujours reprendre les mêmes causes qui conduisent toujours aux mêmes effets. Sinon, c'est le signe que ça ne fonctionne pas bien. On va s'inspirer de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Mais typiquement, sur ce genre de questions, nous n'avons pas la réponse. Et nous souhaitons, on a dit, dans l'appel, à la fin, on a dit la suite. Nous l'écrirons ensemble, c'est tout à fait notre état d'esprit. Et c'est une question qui sera très présente, mais elle viendra dans un second temps. Donc pas de primaire, on a bien compris. Ouais, on verra, je réponds pas tout de suite, je sais pas, puisque je vous dis, je veux pas préempter les débats qui auront lieu, et je pense que c'est très important de rester ouvert. C'est une formule qui a pas forcément non, je dis recettes, que, voilà, après, il y a pas, il faudra inventer probablement une nouvelle formule, je sais pas comment elle s'appellera, mais ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas tout ficelé d'emblée, évidemment, sinon ce serait pas un appel à travailler tous ensemble. Alors, ce qui m'a un peu surpris, c'est que votre appel gagnant ensemble, il a pour but de remporter la prochaine présidentielle pour 2027. Ça veut dire que pas seulement la présidentielle, aussi législative, on l'a vu à quel point c'est important de pouvoir s'appuyer sur un travail parlementaire. Mais ça veut dire que vous ne prévoyez pas de présidentielle anticipée, par exemple comme Jean-Luc Mélenchon? La prochaine présidentielle, on n'a pas écrit 2027, donc on se situe. Nous, ce qu'on veut, c'est que la gauche soit prête. On veut que la gauche travaille le plus possible. Mais sauf que vous ne serez pas forcément prêt si fois il y en avait une dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Je vous l'ai dit, on a énormément travaillé tout l'été. Ce qui compte pour nous, c'est de préparer la gauche aux prochaines échéances électorales. D'accord. Et vous pensez que le président peut démissionner, là, dans la situation politique dans laquelle on est, que cette élection présidentielle, elle peut arriver plus vite qu'on ne croit? Je lis pas dans le mar de café. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Je pense que à ce stade, l'hypothèse la plus probable est une censure du gouvernement et que nos institutions conduiraient plutôt à une censure et à la désignation d'un nouveau gouvernement. J'espère que si c'est le cas, Emmanuel Macron, cette fois, respectera la logique de nos institutions. Ensuite, s'il souhaite démissionner, c'est sa responsabilité. Est-ce que vous êtes toujours la candidate du NFP pour Matignon, si toutefois le gouvernement tombe cette semaine? Moi, je l'ai toujours dit, j'ai fait partie de la solution pendant l'été. J'ai accepté la proposition des chefs de parti d'être leur candidate en été. Maintenant, si un autre nom est plus à même de rassembler le bloc progressiste, alors je ne serai pas du tout un obstacle à ça. Je n'en fais vraiment pas du tout une question personnelle. Mais on est venu vous chercher pour éventuellement vous dire on va te représenter. On voit que les socialistes, par exemple, ils freinent un peu des cas de fer. C'est des discussions que j'ai avec les uns et les autres très tranquillement. Je ne me sens pas lâchée. Et encore une fois, moi, je le prends pas du tout comme une question personnelle. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est certes le court terme est très important, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on arrive à construire un projet à même de gagner aux prochaines échéances électorales, quelles qu'elles soient. On est à la veille d'une semaine, d'une journée décisive pour Michel Barnier. Ce matin, le ministre du Budget a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelles concessions à Marine Le Pen. Et elle dit que la censure n'est pas inéluctable. Vous la croyez quand elle dit ça, ou vous pensez que ça va tomber?
Bon, déjà, je trouve que la phrase que vous citez de Michel Barnier, il n'y aura pas de nouvelle concession à Marine Le Pen, ça démontre tout à fait l'état d'esprit dans lequel est le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement, c'est-à-dire qu'ils sont suspendus au bon vouloir du Rassemblement national. Ça me semble extrêmement problématique, surtout quand le président de la République nous jurait lors de sa première élection qu'il ferait tout pour lutter contre le Rassemblement national et qu'avec lui, le Rassemblement national reculerait. Ça me semble extrêmement problématique et ça m'inquiète très fortement. Ensuite, moi, je pense qu'il est dans la logique, compte tenu des débats à l'Assemblée et de la situation du travail parlementaire, je pense que la censure va finir par arriver. Vous savez que tous les partis de gauche ont indiqué qu'ils souhaitaient que cette censure intervienne. Ensuite, voilà, je ne suis encore une fois pas devin et on verra ce qui se passe. Je pense qu'il devient très difficile pour le Rassemblement national de soutenir le budget d'un Premier ministre qui propose un budget qui détruit les services publics, qui rend la vie des Français les plus précaires encore plus difficile, là où faussement le Rassemblement national porte un programme qui se veut social. Et donc je pense que ça devient difficile pour le Rassemblement national. Alors vous combattez le Rassemblement national, on l'entend, et pour autant vous espérez ces voix pour pouvoir faire tomber le gouvernement. Il n'y a rien d'illogique? J'ai pas dit que j'espérais ces voix. Ce qui compte pour moi, c'est que la gauche est très claire sur ce qu'elle souhaite faire. Elle souhaite censurer un gouvernement qui n'a pas du tout entendu les aspirations du peuple français qui, dans les élections, ont demandé un changement de politique, un changement de cap. Le gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire, ne propose pas un changement de cap politique. Pire, il rend encore plus fragiles les services publics. Il précarise encore plus les Français dans les situations les plus fragilisées. Et donc c'est normal que la gauche s'accorde sur une censure. Ensuite, on n'est pas maître de comment votent les autres parlementaires. Alors on va écouter Didier Migaud à présent, le garde des Sceaux qui était ce matin au 8h30 France Info. Il s'est exprimé sur une éventuelle censure à venir et ses conséquences. On l'écoute. La censure, pourquoi faire? Pour changer de gouvernement. L'équilibre au niveau de l'Assemblée nationale sera le même, avec le même bloc central qui a une majorité relative plus forte que les deux autres. Donc vous retrouvez la même situation. Et s'il n'y a pas de loi de financement de la sécurité sociale, s'il n'y a pas de budget pour 2025, les conséquences pour les Français et pour la France seront importantes. Ça veut dire des taux d'intérêt qui peuvent monter. Ça veut dire une charge de la dette qui va augmenter. Ça peut se traduire en milliards d'euros, voire en dizaines de milliards d'euros. Ce serait une situation catastrophe pour la France. Est-ce que vous ne seriez pas responsable de ce chaos? Je trouve que les propos du ministre de la Justice, là, ne sont pas acceptables parce que ça comporte une forme de chantage qui est vraiment insupportable. La situation budgétaire et financière de la France, elle est le résultat direct des années de politique menée par Emmanuel Macron, de politique économique et financière menée par Emmanuel Macron. La hausse des taux d'intérêt dont le ministre parle, qui est aujourd'hui réelle, elle est le résultat direct de la politique économique qui a été menée depuis des années. En réalité, ce qui se passe, c'est que le gouvernement ne souhaite pas tirer des conclusions des débats budgétaires qui ont eu lieu. Je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, les députés du nouveau Front populaire ont proposé beaucoup d'amendements en commission des finances visant à rapporter davantage de recettes pour le budget de l'État. Ça permettait de rapporter environ 50 milliards d'euros, dont 15 qui devaient être fléchés sur la réduction des déficits. C'est ça, une politique économique qui est responsable. Donc en réalité, le gouvernement s'enferme dans une posture dogmatique sur le fait de ne pas avoir recours à davantage d'impôts. Et d'ailleurs, le bloc macroniste est extrêmement ferme là-dessus. C'est intéressant. Et donc, je pense que la posture d'irresponsabilité, elle est dans le camp qui gouverne aujourd'hui, pas dans le camp du nouveau Front populaire. Et c'est important de le dire. Je voudrais vous entendre sur la mairie de Paris, parce que la course à la mairie de Paris est lancée. Vous avez été l'adjointe d'Anne Hidalgo. Qu'est-ce que vous pensez de sa décision de ne pas se représenter? Alors moi, j'ai pas été adjointe d'Anne Hidalgo, j'ai travaillé dans son cabinet. Vous avez été adjointe puis j'ai été directrice des finances de la ville. Je trouve que c'est honorable de savoir dire à quel moment on a envie d'arrêter. Elle a eu des mandats très riches. Elle a réussi à transformer en profondeur la ville. Donc je trouve que c'est honorable d'indiquer qu'elle souhaite mettre un terme à cet aspect de sa carrière politique. Elle a désigné Rémi Féraud. Est-ce que vous pensez que c'est lui la bonne personne? Parce que dans les sondages, il n'est pas forcément le mieux placé. Est-ce que vous pensez que c'est le bon candidat pour faire gagner la gauche? Ce que je trouve moi important, c'est que ce soit les Parisiens qui choisissent leur maire, les Parisiens, les Parisiennes, évidemment, qui choisissent leur maire. Et donc, je n'ai pas d'avis particulier sur Rémi Féraud. Je pense juste qu'il faut laisser la démocratie se dérouler. Sauf qu'on a l'impression que la gauche ne peut pas gagner si Anne Hidalgo ne se représente
représente pas. On voit que Rachida Dati, dans un dernier sondage, est largement en tête. Est-ce que vous avez peur que la gauche perde la mairie de Paris? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que la gauche soit en mesure de se rassembler autour d'une candidate ou d'un candidat unique à la mairie de Paris, et je suis confiante dans sa capacité à y parvenir. Oui, il faut une candidature commune de toute la gauche à Paris, c'est ce que vous le plus possible, défendez au moins au second tour. Mais je pense que c'est important que la ville de Paris reste à gauche. C'est une ville d'accueil, c'est une ville qui a su se transformer en profondeur, notamment pour répondre aux impérieuses nécessités du changement climatique. Et donc, je pense qu'il faut absolument que ça perdure, et donc que tout le monde doit faire preuve de responsabilité pour qu'on soit en mesure d'y parvenir. Il y a une question sur les finances qui revient souvent. On dit que Paris est très endetté, qu'il y aurait 10 milliards de dettes à la fin du mandat. Comme vous étiez directrice des finances. Qu'est-ce que vous pouvez répondre un peu pour votre défense? Comment on en est arrivé là? Alors, je suis très à l'aise sur cette question. J'ai été directrice des finances de la ville de Paris pendant 1 an, et comme vous savez, l'administration répond aux instructions du pouvoir politique, et c'est bien normal. La ville de Paris est endettée, mais elle est endettée en très grande partie pour financer des investissements qui sont absolument nécessaires à la préparation de la transition écologique et à la solidarité. Et donc, c'est tout à fait normal qu'une collectivité comme celle-là soit endettée. Par ailleurs, vous le savez, les collectivités territoriales ne peuvent pas s'endetter pour financer leur fonctionnement. Donc, elle est autonome quant au financement de son fonctionnement. Par exemple, c'est les rémunérations des agents publics. Et donc, elle est dans une situation qui est tout à fait classique pour une collectivité territoriale, alors même que l'État a progressivement réduit ses ressources, les ressources données aux collectivités territoriales, et en particulier à la ville de Paris. Merci Lucie Castet d'avoir été avec nous ce matin. Candidate NFP pour Matignon, vous vous dites toujours disponible si votre nom fait l'unanimité. Et puis vous lancez cet appel avec Marine Tondelier, Gagnons ensemble, et ce site internet pour une candidature commune pour la prochaine présidentielle. Merci à vous.